Bonjour à tous et merci de vous être inscrits au webinaire sur la cybersécurité et notamment sur la rentrée en toute cybersécurité avec une partie sur les nouveautés Microsoft. Donc aujourd'hui autour de la table, donc il y a moi, Romaric Mahut, chef de projet marketing et alliance manager chez Bluesoft Empower depuis un peu plus de 2 ans et demi. Pour ma part, Antoine Laureau, et je suis ingénieur avant-vente pour Empower, donc je m'occupe d'accompagner les commerciaux autour des besoins chez nos clients sur les solutions Microsoft. Et moi, Estelle Floja, qui suis à l'heure actuelle team leader d'une équipe de pilotage et de conduite du changement. Et je suis là particulièrement pour parler des retours et des expériences clients que l'on a fait sur la conduite du changement au niveau de la Donc, sécurité. donc aujourd'hui au sommaire, on va voir les changements de l'été côté Microsoft, ensuite la kill chain et ses produits, ensuite quelques petits retours d'expérience client et on laissera un petit temps à la fin pour vos questions et vos réponses. Donc je vais laisser Antoine sur la partie changement de l'été côté Microsoft. Oui, merci Romaric. Donc sur cette slide, on a voulu résumer globalement quels étaient les 6 points clés qui ont émergé cet été et puis un petit peu avant côté Microsoft sur la notion de sécurité. Donc le premier point qu'on a en gauche, c'est Microsoft 365 Backup. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce récemment du côté de Microsoft, mais c'est finalement la mise à disposition prochainement. Alors, on n'a pas de date en particulier, mais prochainement d'ici fin d'année 2023, d'une solution qui s'appelle Microsoft 365 Backup et qui aura pour objectif de faire, comme son nom l'indique, la sauvegarde de vos environnements et notamment des données que vous avez dans les environnements de Microsoft. Là où auparavant Microsoft finalement était en responsabilité de la mise à disposition du service, d'accord, donc de l'accès finalement à vos messageries, de l'accès à vos SharePoint, de l'accès à vos Teams, etc. Microsoft va proposer une solution justement qui va venir sauvegarder vos données. On a la même chose côté Microsoft 365 Archive. L'idée, c'est cette fois-ci pas travailler sur la sauvegarde de la donnée, mais plutôt sur sa rétention à long terme pour des raisons légales, mais aussi pour des raisons potentiellement de sauvegarde de contenu réglementaire, etc. Ces deux produits, donc Backup et Archive, vont arriver d'ici la fin de l'année, comme je vous le disais, mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur comment est-ce qu'ils vont fonctionner, quelles vont être finalement la partie pricing, tarification associée à ces produits-là. Donc, on reviendra plus tard vers vous peut-être pour un webinaire détaillé sur ces deux produits-là. Le troisième point dont on voulait discuter aujourd'hui, c'est la partie Microsoft Security Copilot. Alors Copilot, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est l'arrivée dans l'écosystème de Microsoft d'ici le 1er novembre, donc dans quelques jours, de toute la partie intelligence artificielle, donc chatbot, etc., qui vont nous permettre finalement d'aller beaucoup plus loin et de venir exploiter toute la partie OpenAI que Microsoft a travaillé. Et l'idée de Security Copilot, c'est de venir intégrer justement ce chat, cette capacité d'interaction directement dans les produits de sécurité. Donc, on va pouvoir citer toute la suite Defender, donc Defender for Cloud, Defender for Endpoint, etc. Mais également toute la partie aujourd'hui SIEM, donc qui est pris par Sentinel. Ce qui veut dire que demain, Microsoft aura et pourra vous mettre à disposition un certain nombre d'outils et de capacités d'aller requêter via l'intelligence artificielle les données qui sont des données de sécurité. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'intelligence artificielle qui tournent dans ces outils pour venir mettre en place de la corrélation de signaux, pour venir détecter des postures qui peuvent être à risque dans vos infrastructures, dans vos systèmes d'information. Mais demain, on va avoir la capacité d'aller interroger justement cette base-là via l'intelligence artificielle pour finalement exploiter au mieux ces signaux de sécurité. Antoine, j'ai une question. Oui, Pardon, désolé, dis-moi, j'ai non, une dis-moi, Mike. question dans le chat. Est-ce que Security Copilot fera partie de la brique Copilot du coup dont on entend parler depuis quelques mois? Alors effectivement, non. Security Copilot va être une brique complémentaire, donc elle ne fera pas partie de la brique Copilot finalement collaborative que vous allez voir apparaître dans Teams, dans vos PowerPoint, Word, etc. Donc on est bien sur un outil adossé uniquement à la partie sécurité, donc qui aura finalement pour principale cible les DSI. On n'aura pas ça effectivement d'un point de vue utilisateur lambda. Et donc Security Copilot sera bien un produit à part, un add-on à part dans la suite de sécurité, mais pas dans le copilote collaboratif. Merci. Je t'en prie. Le quatrième point, c'est la famille Entra. Alors, je pense que vous en avez peut-être tous entendu parler. C'est le renommage de tous les produits précédemment nommés Azure AD par la partie Entra ID. Donc, globalement, ça ne change rien. Ce sont les mêmes capacités offertes par les licences. Mais aujourd'hui, le renommage a été fait par Je Microsoft. t'ai perdu, moi, Antoine. Oui, moi aussi. Ah, Ah, est-ce que vous ouais, m'entendez? c'est bon, Ouais. c'est bon. Ok, pardon.
Allez, donc sur la partie Entra ID, ce que je disais, c'est effectivement le renommage par Microsoft de toute la suite Azure AD par Entra ID, donc à la fois sur les produits. Là où on avait Azure AD Connect, on va se retrouver avec Entra ID Connect. Là où on avait d'autres choses par rapport à Azure AD sur, par exemple, la double authentification, aujourd'hui, ça va se nommer Entra ID. Et le renommage se fait sur les produits, mais se fait également sur les licences. Donc, vous le savez, on avait des licences qui s'appelaient Azure AD P1, Azure AD P2 notamment, qui nous permettaient d'avoir des fonctionnalités complémentaires d'un point de vue sécurité. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle s'appelle Entra ID P1 et Entra ID P2. Donc, rien n'a changé dans le contenu, rien n'a changé dans les fonctionnalités. C'est simplement un renommage du nom des produits d'Azure AD vers Entra ID. Et puis les deux petits derniers dont on voulait vous parler aujourd'hui, qui sont Microsoft Priva et Microsoft Purview. Alors Microsoft Priva, globalement, ça va être la capacité dans vos environnements Microsoft d'aller détecter, d'aller analyser des données qui sont dites personnelles. Donc la plupart du temps, les organisations, elles stockent quand même des données personnelles de leurs collaborateurs. On peut citer le nom, le prénom, on peut citer l'adresse, on peut citer le numéro de téléphone, la carte d'identité ou ce genre de choses. Et l'idée, c'est avec Microsoft Priva, c'est finalement d'aller gouverner, d'aller gérer ces données qui sont sensibles, mais qui sont sensibles d'un point de vue personnel dans les organisations. Donc on va plutôt s'adresser ici aux communautés finalement des ressources humaines, communauté juridique, mais donc cette capacité avec Priva d'aller analyser ces données-là et de venir leur positionner des niveaux de sécurité ou leur positionner des actions complémentaires qui sont encore une fois sous législation la plupart du temps un peu différente, type RGPD ou ce genre de choses. Et puis le dernier qui est Microsoft Purview, qui globalement lui va travailler sur la conformité, la compliance des données au sein de votre organisation. Purview, ça va vous permettre notamment de mettre sur des données, de mettre sur des réunions Teams, de mettre sur du document, ce qu'on appelle des étiquettes, des labels qui vont catégoriser ces données au sein de votre écosystème. Et par rapport à cette catégorisation, on va avoir la capacité demain de mettre en place, par exemple, des niveaux de sécurisation, par exemple, de mettre en place du cryptage de ces données, etc., par rapport au type de données qui sont stockées sur votre environnement. Donc encore une fois, Microsoft Purview, on est plutôt sur la gouvernance de la donnée de manière transverse sur tout l'écosystème Microsoft 365 et de savoir par rapport à tel type de données, par rapport à tel type de catégorisation de données, quelle est finalement la sécurité et les accès que je vais pouvoir positionner dessus. On a remis sur cette slide finalement un petit peu pour mettre un peu l'église au centre du village et que tout le monde soit bien conscient aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle une suite d'outils qui s'appelle Microsoft Security et que Microsoft Security comprend aujourd'hui 6 produits distincts qui travaillent sur 5 thématiques particulières. Alors le premier produit, c'est l'identité avec Microsoft Entra, qui était précédemment, comme je vous le disais, sur la partie Azure AD. On a côté sécurité en tant que tel 2 principaux produits qui sont Microsoft Defender et tout finalement la panoplie associée, Defender for Endpoint, for Identity, etc. Et puis la partie Microsoft Sentinel qui elle est le SIEM, donc qui est vraiment le chapeau de la sécurité pour venir collecter et analyser l'intégralité des signaux de sécurité au sein de votre organisation. Le troisième pan, c'est la partie compliance, conformité, donc là qui est gérée par Purview, ce que je vous ai précédemment sur la gouvernance de la donnée. La partie privacy qui aujourd'hui va être prise en charge par Priva, donc qui est vraiment la partie données personnelles de vos collaborateurs, mais dans votre écosystème professionnel. Et puis la dernière partie qui est plutôt la partie gestion finalement des périphériques et des accès à vos données, qui aujourd'hui va être gérée via du Microsoft Intune, notamment quand on va parler de vos périphériques d'accès à la donnée que sont smartphones, PC, etc. Donc voilà pour cette partie un peu globale où on a effectivement d'un point de vue sécurité Microsoft qui se propose et qui se positionne avec différents produits. Si on revient un petit peu plus en détail peut-être sur Entra, donc Entra, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le renommage de toute la partie identité, gestion de l'identité au sein de Microsoft. Donc bien entendu, on va travailler sur la notion d'accès sécurisé, donc c'est les identités, vos identifiants, vos mots de passe et les données qui y sont associées. Donc on va retrouver sur l'accès sécurisé notamment la double authentification. On va retrouver également tout ce qui est accès conditionnel, capacité à donner accès à une tierce personne, par exemple à telle ou telle donnée au sein de mon entreprise. On va beaucoup travailler également sur la partie visibilité et contrôle au niveau d'Entra. C'est globalement gouverner toutes les identités. C'est comment je gère les nouveaux entrants dans mon système, comment je gère les sortants de mon système, comment je m'assure que quand une personne quitte l'organisation, finalement les données qui lui sont associées sont bien rapatriées sur telle ou telle autre personne. Ça, c'est toute la notion de visibilité et de contrôle et également sur tous les clouds aujourd'hui qui sont mis à disposition. On travaille beaucoup
sur Microsoft Entra, aussi avec des clouds qui ne sont pas ceux de Microsoft, notamment du Google ou du AWS. Et puis on a le troisième pan sur Microsoft Entra qui est la vérification des identités. Donc ça, c'est plutôt la notion de zéro trust, de mettre en place une posture de sécurité zéro trust au sein des organisations pour avoir une sécurisation de bout en bout qui soit le plus pertinent possible. Si je reviens également sur la partie priva, ce que je vous disais précédemment, c'est vraiment la donnée, la gestion, la confidentialité des données de vos collaborateurs à titre personnel, à titre privé. Donc il y a deux choses sur lesquelles va travailler Priva. La première chose, c'est vraiment le risque management, c'est finalement détecter quels sont les types de données au sein de votre organisation, quels sont les risques qui sont associés à ces données. On peut citer notamment des données RH qui pourraient être accessibles à des personnes qui sont en dehors du service RH. Est-ce normal? Oui ou non? Ça, c'est pas forcément à Priva de répondre. Mais en tout cas, Priva va vous donner les informations essentielles pour justement gouverner cette donnée dite personnelle de la meilleure des manières. Et puis la deuxième partie, qui est le subject rights request, qui lui a la notion de gestion finalement des accès à ces données-là, que ce soit en interne ou en externe. Avoir quelqu'un, par exemple, en dehors du service RH qui a accès à des données dites personnelles des collaborateurs n'est pas forcément un problème à partir du moment où, par exemple, vous lui donnez accès à ces données-là, mais de manière temporaire et, par exemple, au travers d'une application qui est très spécifique. Pareil, il peut être intéressant d'avoir des informations personnelles qui sont partagées. On peut penser à des comptables, ce genre de choses pour éditer des fiches de paye notamment. Là encore, pas trop de problématiques à partir du moment où l'accès est bien entendu sécurisé et fourni à une tierce personne à un instant donné. Donc Priva, c'est vraiment, encore une fois, pour résumer, c'est comment je gère au sein de mon écosystème Microsoft les données personnelles de mes collaborateurs. Et le dernier qui est Purview, qui grossit beaucoup actuellement côté Microsoft. Il y a beaucoup de nouveautés qui apparaissent sur cette thématique-là, qui est globalement la gestion, la protection des données et des ressources au sein des écosystèmes Microsoft, mais également des écosystèmes tiers. Purview va pouvoir travailler aussi sur des données qui ne sont pas forcément stockées dans les clouds de Microsoft qui sont M365 ou Azure. Donc on a aussi cette capacité finalement à aller analyser des données qui peuvent être dans des écosystèmes, par exemple on-premise, sur des serveurs locaux. Purview va pouvoir, via des agents, aller requêter, analyser ces données-là et aussi proposer un principe de gouvernance. Donc on a vraiment, avec Purview, finalement, trois gros axes. Le premier axe qui est comprendre ma donnée. Donc déjà, j'ai une analyse. D'accord, je vais analyser quel est le contenu, quels sont les contenus, quelles sont les informations qui sont stockées au sein de mon organisation. Et puis, par rapport à ces types d'informations et à ces sensibilités, je vais venir gouverner cette donnée-là. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des étiquettes, avec des accès différenciés, etc. Ensuite, on a le deuxième point qui est vraiment la protection. Une fois que j'ai détecté quels étaient les types de données qui sont à disposition dans mon organisation, c'est comment je les protège. Est-ce que je les protège par rapport à des accès utilisateurs? Est-ce que je les protège par rapport à des périphériques spécifiques? Ça, on peut imaginer aussi ce genre de choses. Et puis le dernier pan de Purview, qui est vraiment l'amélioration de la position de sécurité et de conformité. L'idée, c'est de dire aussi, par rapport à un paysage réglementaire, typiquement RGPD ou autre, comment je vais finalement améliorer ma posture interne dans mon organisation. Donc, quand on a tout un principe dans Purview de tableau de bord qui nous permettent aussi d'analyser quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place pour atteindre une certaine conformité en termes de gouvernance des données dans mon organisation Microsoft. On est d'accord que Entra, Priva ou Purview sont déjà disponibles pour nos clients et prospects. Exactement, exactement. Donc il y a des licences qui peuvent être spécifiques, notamment quand on parle de la partie Priva et Purview, mais c'est effectivement des produits qui sont aujourd'hui à disposition et qui peuvent être utilisés. Donc Priva est le petit dernier, donc il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles pour la majorité, mais en tout cas le produit en tant que tel existe, avec déjà des premières capacités qui sont offertes, effectivement. Ok, top. Sur la partie Killchain maintenant. Ouais, donc voilà pour les premières actualités en tout cas. Ce qu'on voulait aussi vous mettre en avant aujourd'hui, c'était donc la notion de Killchain et ses produits. Alors on a eu beaucoup de retours de nos clients ces derniers mois sur effectivement du renommage de produits chez Microsoft, quel est le positionnement de tel outil par rapport à telle fonctionnalité, etc. Donc on essaye aussi avec cette slide-là de la Killchain finalement de représenter, de synthétiser un petit peu quels sont les produits et sur quelles finalement thématiques ils peuvent travailler et ils peuvent vous accompagner au sein de l'écosystème Office 365. Donc pour ça, pour essayer de remettre un petit peu en place les différents outils du panel de Microsoft,
On utilise donc le principe de kill chain qui, globalement, c'est une méthode qui permet de modéliser les procédés d'intrusion sur votre système d'information. Donc, vous voyez, par exemple, avec tous les petits points où on a la notion de comment les attaquants peuvent prendre la main, finalement, que ce soit sur des identités ou sur de la donnée au sein de votre système d'information. Et on sait que finalement, le premier vecteur d'attaque aujourd'hui va plutôt être la notion de phishing, de pièce jointe, de je clique sur un lien ou je parcours un site qui est considéré comme étant un risque. Ça va être aujourd'hui le premier vecteur, la première porte d'entrée finalement pour les attaquants. Et cette partie-là, donc, qui est sur la gauche, aujourd'hui va être couverte par Microsoft Defender for Office 365, qui est globalement la sécurisation de tout ce qui est lié à votre système de messagerie et au parcours de l'utilisateur sur des sites web. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des bacs à sable, par exemple en amont, qui vont aller analyser les pièces jointes, qui vont essayer d'ouvrir peut-être des pièces jointes ou des petits exécutables, etc., et qui vont détecter s'il y a menace ou non à ce que les collaborateurs puissent utiliser ce qui leur a été fourni via leur boîte aux lettres. La plupart du temps, une fois qu'un utilisateur a été corrompu finalement via phishing, on a ce qu'on appelle la phase d'exploitation et d'installation où la plupart du temps, il y a des exécutables ou des petits logiciels qui vont s'installer sur le poste des utilisateurs. Alors ça peut être fait de manière assez permisseuse parce que finalement, tous les jours, le poste va télécharger quelques kilooctets depuis internet et puis au bout d'une dizaine de jours ou d'un mois, il aura suffisamment téléchargé de données pour installer un logiciel qui lui est plus costaud. Donc ça, toute cette partie-là finalement qui va se passer sur l'exploitation et la prise de contrôle finalement du poste de l'utilisateur, ça va être couvert aujourd'hui par Microsoft Defender for Endpoint qui lui va travailler en tant que antivirus assez basique, mais également en tant que EDR et XDR sur cette partie périphérique utilisateur. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'une fois qu'on a pris le contrôle finalement sur un ordinateur, ce que l'attaquant cherche à faire, il cherche à faire ce qu'on appelle une compromission d'identité. Donc, il essaye d'usurper au sein du système d'information l'identité de l'utilisateur ou par mouvement latéral de remonter sur des comptes qu'on appelle des comptes à plus haut privilège. Et finalement, cette notion d'usurpation d'identité, de compromission finalement d'identité, elle va être bloquée aujourd'hui au niveau de Entra ID plan 1 et plan 2 qui vont être en capacité, ces outils-là, de mettre en place ce qu'on va appeler notamment l'authentification multifacteur. C'est ce qu'on a la plupart du temps sur le système bancaire aujourd'hui aussi à titre personnel, qui est quand je me connecte à un service Microsoft, je dois via une application, via un SMS, via un appel, valider que c'est bien moi personnellement qui suis en train de me connecter à ces services-là. Donc là, Entra ID plan 1 et plan 2, qui sont anciennement, comme je vous l'avais dit précédemment, Azure ADP 1 et Azure ADP 2, vont travailler à éviter la compromission des identités au sein de votre écosystème Microsoft. Et puis après, sur cette notion d'identité, quand on va augmenter effectivement via mouvement latéral les privilèges qui sont associés aux différents comptes, on va travailler cette fois-ci sur plutôt Microsoft Defender for Identity, qui lui va analyser de manière beaucoup plus fine justement ces mécanismes-là de protection via mouvement latéral ou ce genre de choses. Donc l'idée là dans Defender for Identity, c'est plutôt travailler sur les comportements des utilisateurs. On va beaucoup travailler sur tel compte a essayé de se connecter à telle heure de manière répétée sur tel type de service qui est considéré comme étant un service à risque, etc. Là où dans la première partie Entra ID, on était plutôt sur l'utilisateur qui va se connecter, s'authentifier au système. Defender for Identity va plutôt travailler une fois que le compte est authentifié sur les systèmes, va plutôt travailler à son comportement et quelles sont les choses qu'il opère finalement au sein du système d'information. Et puis le petit dernier, c'est une fois que j'ai un compte à privilège, donc que j'ai accès finalement aux données qui sont considérées comme étant sensibles ou à risque de l'entreprise, finalement, j'ai deux choses. C'est soit je vais crypter la donnée en tant que telle, et puis après, je vais demander une rançon, soit je vais faire ce qu'on appelle de l'exfiltration de données. Donc là, encore une fois, l'exfiltration aujourd'hui, il y a des techniques qui sont extrêmement sophistiquées, où je vais extraire de la donnée, pas 1 Tera par jour, mais je vais plutôt faire ça kilo-octet par kilo-octet de manière un peu détournée sur différents types de périphériques pour in fine reconstituer la donnée. Là, l'idée, c'est Cloud App Security qui, lui, va travailler finalement avec l'accès conditionnel à détecter tout ce qui va être exfiltration de données. Donc l'exfiltration de données à la fois sur les écosystèmes Microsoft, bien entendu, mais également sur les autres applications cloud qui sont reliées aujourd'hui à votre Entra ID, donc à votre Azure AD, via les comptes de votre organisation.
Donc voilà globalement les 5 produits qui travaillent aujourd'hui au niveau de la kill chain, qui travaillent aujourd'hui côté Microsoft pour sécuriser de bout en bout vos périphériques, mais également vos identités et l'intégralité des données que vous avez sur Microsoft 365. Si on fait un petit focus maintenant sur les identités, hein, sur quelques slides. Alors globalement sur les identités, hein, c'est ce que je vous disais, le produit qu'on va retrouver, c'est Entra ID dans sa version P1 ou dans sa version P2. Les principales prestations qu'on opère nous sur cette gestion des identités, finalement, c'est tout ce qui va être mis en place de la double authentification via différents canaux, hein, ce que je vous disais, ça peut être un SMS, ça peut être aussi des petites clés, hein, vous savez, des hard tokens, des clés OTP par exemple que je branche sur mon ordinateur, des clés qui me donnent un code qui se rafraîchit toutes les 30 secondes, ce genre de choses. On travaille beaucoup dans les organisations justement pour mettre en place ces systèmes-là et mettre en place également ce qu'on appelle l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est quoi? C'est la capacité à finalement détecter des choses qui ne sont pas tout à fait normales d'un point de vue authentification. Par exemple, c'est un collaborateur qui d'habitude travaille en France sur des horaires de bureau dits classiques, entre 8h et 17h, et qui, un week-end, par exemple, va se connecter à partir d'une IP qui est localisée aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Donc l'idée de l'accès conditionnel, c'est de forcer finalement une authentification supplémentaire sur ce qu'on appelle des comportements à risque lors de l'authentification d'un collaborateur. On travaille beaucoup aussi sur ces choses-là pour éviter justement d'avoir des choses qui sortent du cadre, entre guillemets, plutôt classique d'un collaborateur lambda. On peut citer aussi la mise en place du SSO avec Entra ID, hein. Ça permet d'avoir un niveau de sécurisation et de finalement faire passer le jeton d'authentification d'une application à une autre. On travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle la fusion des identités ou la scission des identités. Donc là, c'est plutôt quand vous avez des rapprochements d'entités, un groupe qui rachète une autre société, ou alors la scission, c'est quand on a un groupe qui souhaite se séparer d'une entité en interne. Donc l'idée, c'est comment je vais agréger ces identités au sein d'un même écosystème et comment je vais m'assurer finalement des passerelles qui peuvent être faites entre les différents systèmes. Donc voilà, globalement pour la partie identité, hein, on traite beaucoup effectivement autour de Entra ID Entra ID P1 et P2 et autour de toutes ces capacités offertes par ces licences. Si on parle maintenant un petit peu plus de la partie endpoint, donc endpoint, hein, c'est vos périphériques, hein, ça peut être votre smartphone, votre PC, peu importe, ça peut être du BIOD, hein, un smartphone personnel qui est embarqué finalement ou qui a accès en tout cas en partie aux données de l'organisation. Et là, on va beaucoup travailler autour de ce qu'on appelle la posture de sécurité via finalement des standards, hein. Donc, on entend beaucoup parler de l'ANSI, on entend beaucoup parler du CIS. Microsoft aussi implémente son propre standard. Et donc, l'idée ici, c'est finalement d'analyser en amont dans les organisations quel est votre niveau finalement d'un point de vue sécurité et sur tous les pans, sur le pan identité, sur le pan poste de travail, sur le pan applicatif, sur le pan données, etc., etc. Et finalement d'analyser avec vous quel est le gap pour atteindre un niveau de sécurisation que vous considérez comme étant nominal pour votre organisation. Donc l'idée, c'est pas forcément d'atteindre les scores les plus hauts, parce que la plupart du temps, c'est même quasiment impossible de les atteindre, mais c'est déjà d'augmenter ce niveau, cette posture-là au sein de votre organisation pour encore une fois atteindre un niveau que vous considérez comme étant conforme à vos attentes. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini finalement ces niveaux, puis quel est le gap pour atteindre ce niveau-là, c'est comment je le mets en place, comment je le mets en œuvre sur les différents postes utilisateurs. Donc là, ça va être via de l'Intune, via du MECM, je vais pouvoir venir déployer des stratégies de sécurité, des politiques de conformité, finalement au travers des différents terminaux. On travaille beaucoup, bien entendu, sur la grande variété des terminaux et la grande variété des écosystèmes, hein, notamment en termes de systèmes d'exploitation. Donc, on travaille beaucoup sur des Windows 10, Windows 11, mais on a beaucoup aussi d'Android avec des smartphones, des tablettes, etc. Donc, l'idée, c'est via Intune ou autre outil de vous accompagner, encore une fois, pour propager cette posture de sécurité de la manière la plus vaste possible sur tout votre écosystème que vous avez en interne à votre organisation. Sur la partie applicative, alors là, on va être un petit peu sur le deux pans. La partie applicative, on va travailler à la fois, bien entendu, sur l'identité en tant que telle, comment je me connecte à ces applications. Donc là encore, double authentification, accès conditionnel, etc. Mais c'est comment aussi je propage aussi sur ces applications, justement, des politiques et des stratégies d'organisation. Donc là, on va passer pour Defender for Cloud App, mais également sur la partie Intune qui va pouvoir, sur des serveurs ou ce genre de choses, venir positionner des règles et des postures de sécurité qui sont adaptées aux applications. Avant-dernier point, qui sont la data. Donc là, la data, vous l'avez vu, avec Purview, qui est donc toute la gouvernance de la donnée en tant que telle. Qu'est-ce que je fais de ma donnée qui est considérée comme étant à risque ou sensible? Et puis également avec Defender for Cloud App ou Intune, qui me permet aussi d'aller gérer les données ou en tout cas les stockages
les lieux de stockage de ces données. On va trouver beaucoup sur la partie data, tout ce qui est bien entendu chiffrement des disques, donc avec BitLocker, mais également on va trouver aussi tout ce qui est lié aux étiquettes, DLP, Data Loss Prevention, qui nous permet finalement sur un document type Word, PowerPoint ou autre, de venir soit automatiquement, soit de manière manuelle, positionner une étiquette de sensibilité pour éviter peut-être du partage à l'externe, pour éviter de la copie ou ce genre de choses. On travaille beaucoup sur la donnée, à la fois sur le poste de travail, qui lui est le réceptacle de la data, mais également sur les applications en tant que telles pour mettre à disposition ou non un certain nombre de fonctionnalités ou de capacités liées à ces données. Et enfin, le dernier point, c'est sur la partie finalement infrastructure en tant que telle. Donc là, on travaille beaucoup aussi sur, un petit peu comme sur la partie endpoint, on travaille beaucoup sur des audits en amont d'infrastructure, sur des sécurisations de votre infrastructure et sur comment finalement on peut venir améliorer cette posture de sécurité. Donc on se base beaucoup, encore une fois, sur les conventions, enfin les normes qui peuvent être éditées par l'ANSI, par le CIS, etc. Et puis via des outils type Pincastle ou autre, venir positionner dans l'infrastructure des postures de sécurité complémentaires. On déploie beaucoup de PKI au travers d'outils aussi comme MECM, etc. Donc voilà, il y a toute cette notion aussi d'infrastructure qui vient prendre en compte ce que vous avez déjà actuellement dans votre organisation et qui va venir améliorer cette posture de sécurité d'un point de vue plus global. Top, merci Antoine. Sur la partie règles clients et conduite du changement, du coup, je vais laisser Estelle prendre la main. Oui. Et donc, pour accompagner nos clients, notamment sur la partie protection des données, nous avons travaillé à une offre d'accompagnement qui va s'appuyer sur la méthodologie de conduite du changement ProSci, qui est une méthodologie qui est supportée par Microsoft et poussée par Microsoft. C'est une méthodologie qui a plus de 20 ans derrière elle. Ils font des études, ils travaillent à l'amélioration continue en fait, des process. Et donc, partant de là, nous avons monté une offre pour aider à accompagner en fait, les clients sur toute la partie purview, protection des données, labellisation des données. Qui va se découper en plusieurs phases. Les 2 premières phases où on va aller analyser et auditer les données. On va aller récolter les informations sur l'organisation, comment les métiers sont découpés, quels sont les usages en termes de données, comment elle est consommée, comment elle est partagée. Et on va aller définir conjointement avec les équipes fonctionnelles, définir les scénarios de classification qui seront utilisés plus tard pour en avoir une cartographie plus claire. Cette partie-là, qui est l'atelier de définition des usages et des scénarios, c'est un atelier que l'on va itérer. On va le faire soit par pôle que l'on va accompagner, soit par service, soit par filiale, suivant comment l'organisation de l'entreprise est faite. Ensuite, une fois que l'on a défini tous les scénarios d'usage, on va aller travailler sur l'accompagnement pour définir les messages de communication, le plan de formation, le plan de communication et restituer ensuite une feuille de route qui partage en fait toute l'étude et tout l'audit que l'on a fait jusque-là. Ensuite, on va passer sur la phase 3 qui est la phase d'accompagnement et d'adoption. Si tu veux bien changer de slide. Ce plan d'adoption, il est généralement basé sur 2 piliers qui vont être d'abord les piliers de la communication, où on va aller sensibiliser les utilisateurs finaux, fédérer, impliquer, faire adhérer au projet et surtout rassurer. Souvent, c'est des sujets pour lesquels on a l'impression qu'il va y avoir une usine à gaz qui va être mise en place, que l'on va perdre de l'agilité ou de la facilité d'utilisation de nos outils bureautiques, par exemple. Et donc, notre métier, c'est aussi de rassurer et de faire comprendre que finalement, pour la plupart des utilisateurs et la plupart des utilisations, il y aura très peu de choses et très peu d'impact. Ensuite, on va aller promouvoir les usages de la protection des informations et des données, bien sûr. Dans un deuxième plan, on va aller parler formation et prise en main. Donc là, on va monter aussi tous des plans complets de formation. On va transmettre les bonnes pratiques, homogénéiser les pratiques entre les différents pôles si besoin, bien sûr.
et passer au travers de mises en pratique concrètes dans le contexte de chacun des clients. Donc ça, c'est conduit par l'équipe de conduite du changement et d'adoption. Et si tu veux bien passer à la suivante, sur la slide suivante, vous allez voir un exemple de feuille de route qui avait été mise en place pour l'adoption de la protection des données, le DLP-MIP, qui s'était découpé en 2 volets. Le premier volet qui était embarquer l'ensemble des utilisateurs, donc leur expliquer en gros quels étaient les fondamentaux de la protection des données, expliquer la philosophie générale, comprendre les enjeux, le contexte, et savoir utiliser en fait les labels de confidentialité à leur niveau au sein de leur organisation. La deuxième brique, c'était de partager les bonnes pratiques. Voilà. Et ensuite, sur le deuxième volet, c'était plutôt un focus sur chacun des pôles ou des services qui avaient un besoin plus poussé de protection des données. On va parler là, bien sûr, de pôles du type RH, type légal, finance, voilà, qui peuvent avoir des données plus particulières à protéger, donc qui vont être plus impactés par tout ce qui est protection des données, donc mise en place des labels. Et donc, à leur niveau, on va aller sur chacun de ces pôles et chacun de ces services, identifier les scénarios d'usage. C'est là qu'on va aller itérer une fois de plus chacun des ateliers et déterminer les labels appropriés pour ce pôle-là. Et ensuite, la dernière brique, ça va être comprendre et utiliser les labels de confidentialité pour chacun de ces organisations-là, au travers des formations. Et ensuite, on avait fait aussi un travail sur l'onboarding qui peut être un bon moment, en fait, de partager les pratiques de protection des données. Quand un nouvel employé arrive, qu'est-ce qu'on lui transmet, sur quoi on travaille pour qu'il puisse facilement adopter ce genre de bonnes pratiques et ce genre de règles de sécurité, tout simplement. Estelle, du coup, Voilà. dans le volet 1, on le fait à l'ensemble des utilisateurs et dans le volet Oui. 2, on divise en fonction des pôles, des filiales. Voilà. Et en fait, même ça dépend vraiment des organisations auxquelles on a affaire. Il y en a certaines où on va pouvoir travailler en transverse tout de suite parce qu'il y aura très très peu de labels, où ils ont beaucoup l'habitude de travailler tous en transparence les uns avec les autres. Et puis d'autres où au contraire, c'est très 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 étanche en fonction des pôles et des services. Enfin, vraiment, on s'adapte à la situation de l'organisation en fait. Ok, top. Je vais prendre le relais sur la partie hub. Du coup, à savoir que chez Bluesoft Empower, on a créé un hub il y a un peu plus d'1 an avec différentes communautés. Donc la première sur les usages et notamment l'adoption des usages de Microsoft 365. Une seconde qui est plutôt dédiée Edu, qui est depuis peu mais qui n'est pas sur cette slide, une à destination de nos clients santé, donc centre hospitalier, GHT. Donc dans ces communautés, on retrouvera un peu les bonnes pratiques, un webinar par mois sur les nouveautés, un espace aussi bien sûr d'échange et de retour d'expérience. Et bien sûr, nous, on vous déverse un peu les dernières nouveautés, les informations qui peuvent changer sur tout l'univers Microsoft. Et sinon, pour revenir un peu sur la thématique sécu, cybersécurité, on avait mené ensemble avec vous et des prospects une enquête sur la sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Donc, vous pouvez retrouver cette analyse et cette enquête sur le lien que je vais vous transmettre dans le chat ou en flashant le QR code qui est sur la droite de l'écran. Donc, enquête qui avait été faite sur l'année 2022 auprès d'une petite centaine de personnes. Et maintenant, je vais laisser du temps pour les différentes questions et réponses. S'il y en a, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ce faire. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions en attente. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et puis vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Bonne Au fin revoir. de journée. Au revoir.